la dette publique, c'est seulement une partie de la dette des économies développées. En réalité, il faut comprendre cette dette publique qui empoisonne l'existence à tout le monde, puisque la dette publique conditionne les politiques d'austérité avec tout ce qui s'ensuit. Cette dette publique est donc accompagnée de deux autres formes d'endettement des économies. D'abord, l'endettement des ménages et ensuite l'endettement des entreprises. Alors, si je prends un exemple, l'exemple des États-Unis, l'endettement des États-Unis, c'est à peu près 350% du PIB, trois fois et demi le PIB des États-Unis. Sur ces 350%, 160 sont représentés par la dette publique et le reste par la dette des entreprises et la dette des ménages. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé énormément de monnaie pour aider le développement des pays déjà développés. Donc ça veut dire qu'on a choisi, à partir du milieu des années 70, de déterminer le développement économique du monde développé sur la base d'une création illimitée de monnaie. Alors, à l'heure actuelle, il faut savoir que l'endettement du monde entier, ça représente à peu près 200 000 milliards de dollars, ce qui est une somme un peu hallucinante, mais si on y réfléchit, en fait, cette somme, elle montre que la monnaie n'existe tout simplement pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une dette de 200 000 milliards de dollars? À qui les terriens peuvent-ils devoir une dette aussi immense? C'est l'endettement du monde entier. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'il y a un système qui a permis ce développement de l'endettement. Alors, si je regarde l'histoire récente de l'économie, eh bien, je me rends compte que entre 1945 et 1975, en gros, il faut voir par pays, etc., eh bien, la croissance de l'endettement suit la croissance économique. Donc, il y a une évolution parallèle de la création monétaire et de la création de richesses. Et puis à partir des années 70, eh bien, les deux courbes se distinguent, c'est-à-dire que la croissance de l'endettement est de plus en plus importante et diverge de plus en plus de la croissance économique. Et on va arriver jusqu'à 2008 comme ça. Évidemment, en 2008, c'est une crise spectaculaire et nous sommes en 2008 très exactement au même niveau que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à une dette de 350% du PIB des États-Unis. Alors, les autres pays suivent derrière, bien entendu, ce système. Et donc, tous les pays se sont endettés. La crise de 2008 a eu, dans un premier temps, un effet salutaire. C'est-à-dire que la crise de 2008 a détruit environ 55 000 milliards de dollars de dette, c'est-à-dire à peu près une année à l'époque du PIB mondial. Et nous sommes revenus exactement à ce niveau, 350% d'endettement. Et c'est pour cette raison que beaucoup pensent qu'une nouvelle crise financière va se déclencher. Alors le problème, évidemment, c'est qu'en 2008, on n'a pas pris les mesures qu'il fallait, notamment sur le plan monétaire. On a continué dans ce système qu'a décrit tout à l'heure mon camarade sur la possibilité que les banques ont de créer, les banques privées ont toujours la possibilité de créer autant de liquidités qu'elles veulent, et donc on a laissé faire. Autrement dit, les deux mandats d'Obama n'ont servi strictement à rien, simplement à consolider l'ancien système. Et à partir de 2008, évidemment, on a durci encore plus le système, c'est-à-dire en mettant en avant le fait qu'il fallait
rembourser en priorité la dette. Et c'est la ligne de conduite que tout le monde suit aujourd'hui, et principalement Macron, qui est complètement à contre-temps de l'histoire, si je puis dire. C'est-à-dire, il essaie d'être le bon élève de l'Europe et de payer ses dettes, de payer les dettes de la France, essentiellement la dette publique. Le problème, c'est que ces dettes publiques, on ne sait pas trop ce que c'est, ces dettes publiques. Une grosse partie des dettes publiques qui se sont développées après 2008 sont la compensation des dettes privées. C'est-à-dire qu'on a racheté une grande partie des dettes des banques. Donc si on n'avait pas ce fardeau-là, évidemment, les États seraient moins endettés. Alors, ce qui est intéressant pour nous, bien entendu, c'est que en 2008, disons, pour aller vite, que 90% des banques étaient en faillite. Et donc, ces banques étaient complètement faillites. Et si les marchés avaient été efficients et qu'on les laisse fonctionner, ben, on aurait racheté toutes ces banques, JP Morgan, Goldman Sachs, etc., pour $1 symbolique, par exemple. Ce qui veut dire qu'en fait, on aurait nationalisé les banques. Et donc, on a décidé que non, que la nationalisation, c'était mauvais, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et donc, on a renfloué les banques. Et comment on a renfloué les banques? Ce sont les États qui se sont portés garants des dettes des banques. Autrement dit, les États se sont endettés auprès des banques pour les sauver. Donc c'est quand même quelque chose d'assez choquant pour l'opinion publique mondiale. C'est ce qui explique d'ailleurs pour partie qu'aux États-Unis, il y a une haine du banquier qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer ici. Hein. C'est-à-dire, on a vu quelques fous furieux attaquer les banques en lançant des avions dedans, des choses comme ça. Bon, c'est des phénomènes dont on ne parle pas trop, mais qui sont bien réels. Dans d'autres pays comme la Grèce, par exemple, les banques, eh bien, on leur a mis le feu, hein, aussi parce qu'on se rend compte que ces banquiers qui étaient complètement en faillite, c'est eux maintenant qui nous serrent la ficelle autour du cou pour nous faire rendre gorge de leurs dettes. Donc, en vérité, il n'y a pas de distinction qu'on pourrait faire vraiment très nette entre dette publique et dette privée. Il y a un transfert des dettes privées vers l'endettement public. Alors, le système de la dette publique, évidemment, il a engendré une solution. La solution, c'est on va diminuer les dépenses et forcer les peuples à rembourser ces dettes. Alors, le cas le plus spectaculaire, évidemment, c'est le cas de la Grèce. Si j'étais grec, je pense que je serais encore plus furieux que ce que je le suis. Mais quand la Grèce est complètement hallucinant, c'est-à-dire que la dette grecque était déjà assez élevée en 2008, et puis elle a commencé à grimper. Elle est grimpée vers 2010, elle devait être aux alentours de 140% du PIB. Donc c'est trop, c'est terrible, c'est affreux, il faut faire quelque chose. Et donc on a commencé à faire ce qu'on appelle les mémorandums. Et on a dit, voilà, maintenant on va saquer dans le gras et on va faire des réformes. Alors ces réformes, elles avaient deux buts en Grèce. En Grèce comme ailleurs. Mais en Grèce, ça a été vraiment sauvage. Donc les réformes avaient deux buts. Premier but, diminuer les dépenses de l'État à presque rien, c'est-à-dire tuer l'État-providence et fusiller les dépenses pour la santé, pour l'éducation et tout ce que vous voulez. Et puis, deuxièmement, on a dit, on va compenser ça par une réforme structurelle du marché du travail, c'est-à-dire on va serrer les couilles aux travailleurs grecs qui ne sont pas encore au chômage. Alors, ça, c'est la démarche Macron. Macron, Fillon, c'est la même chose. Hein. Tsipras, qui est le Pétain de la Grèce, si je puis dire, a livré complètement son pays aux banquiers, et principalement aux banquiers allemands, puisque tout à l'heure on a fait preuve de germanophobie, on peut continuer sur ce thème-là, banquiers allemands, mais aussi français, il faut bien le dire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des réformes structurelles en disant, vous allez voir ce que vous allez voir.
à partir de 2018, on a fait les réformes structurelles, la croissance va repartir en Grèce et elle va être tellement forte, cette croissance, que les Grecs vont finir par rembourser leurs dettes. Eh bien, après 10 ans de crise de la dette grecque, la dette grecque a encore augmenté. Donc elle se trouve maintenant aux alentours de 190% du PIB. Mais on félicite les Grecs officiellement parce qu'ils ont réussi à avoir un excédent budgétaire. Mais cet excédent budgétaire ne suffit pas, évidemment, à faire reculer, même un petit peu, la dette. Alors évidemment, cette dette, on va le voir, elle a un rapport avec la monnaie. Mais d'abord, je vais aller un petit peu dans le sens de mon collègue tout à l'heure. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que jamais une dette n'a été remboursée par de l'austérité. Ça n'existe pas dans l'histoire du monde. Donc, tout à l'heure, on a dit la dette publique de la France, en 1945, c'était 239% du PIB. Autre chose que nos malheureux 100% d'aujourd'hui. La dette du Japon, aujourd'hui, c'est 260% du PIB. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en 1945, on a commencé à avoir le choix. On a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, le général de Gaulle a discuté avec son ministre de l'économie de l'époque, qui s'appelait Pierre Mendès France, un leader complètement taré et imbécile, le fondateur, pour tout dire, de la deuxième gauche. Donc ce Pierre Mendès France a dit au général de Gaulle, mon général, on ne peut pas appliquer les consignes du CNR. Parce que le CNR dit qu'il faut qu'on réforme, qu'on change de modèle, donc qu'on investisse dans la santé, dans les infrastructures, les allocations familiales, nationalisation, tout ce que vous connaissez. Et Pierre Mendès France dit, je ne suis pas contre tout ça, mais d'abord, il faut rétablir l'équilibre budgétaire et se débarrasser de la dette. Donc, ce que préconisait ce malheureux Pierre Mendès France, c'est d'abord de serrer les comptes, de mettre en place une politique d'austérité extrêmement dure en espérant que cela, grâce à la fameuse théorie de l'offre, ça allait relancer la croissance et permettre ensuite de redistribuer les gains de cette croissance. C'est la logique qu'on retrouve aujourd'hui avec d'abord le malheureux Hollande, puis maintenant Macron. C'est-à-dire, on produit avant de redistribuer. La théorie de l'offre, bien entendu. Cette théorie est complètement erronée. Et ce qui nous intéresse ici, dans le cadre de l'examen de la dette publique, c'est ce qui s'est passé justement en 1945. Alors en 1945, on a fait exactement le contraire. Le général de Gaulle, qui était beaucoup moins bête que Pierre Mendès France, s'est dit, si je fais le con avec les orientations du CNR, j'ai une révolution sociale terrible, politique, et on va se faire manger par les communistes, la CGT et compagnie. Puis, sans doute que le général de Gaulle avait quand même une fibre sociale, peut-être légère, mais quand même. Donc, il a fait exactement le contraire de ce que demandait Pierre Mendès France. Très exactement le contraire. Il a fait les réformes que le CNR demandait, et la croissance est repartie. Et la dette publique de la France a été épongée en 5 années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sorties de crise ne se font toujours que du côté de la relance de la demande. Quand vous êtes dans une crise de la demande et que vous relancez l'offre, vous allez très exactement à la catastrophe, ce qui s'entretient depuis, disons, 2008. Donc, si vous regardez les chiffres récents de l'économie, on se rend compte que depuis une trentaine d'années,
la productivité du travail augmente beaucoup plus vite que les salaires. Et donc, ça veut dire que les salaires, je dis une bêtise, depuis une quarantaine d'années, hein, disons qu'entre 1945 et 1975, les salaires progressaient au rythme de la productivité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, les gains de productivité étaient partagés entre le capital et le travail. À partir de 1975, on a une divergence. Cette divergence s'accélère. Donc, le capital capte de plus en plus les gains de productivité du travail et les salaires de moins en moins. Donc si je donne moins d'argent au salaire et plus d'argent au capital, j'aboutis forcément à une crise de la demande. C'est complètement imparable. Alors d'autant que cette politique, au nom de la compétitivité, cette politique, elle s'est généralisée au monde entier et elle a été renforcée par la mondialisation. La mondialisation, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire simplement que maintenant, on va chercher à gratter des parts de marché sur nos voisins. Donc, on va faire des efforts, on va demander au peuple de gagner moins d'argent, de se serrer un peu plus la ceinture, et de cette manière, on pense qu'on va conquérir des marchés. Seulement, comme tous les pays font la même chose, que ce soit la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, la France ou l'Inde, eh bien, on ne peut pas conquérir des parts de marché. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Parce que des marchés à conquérir, c'est un jeu à somme nulle. Celui qui prend le marché, eh bien, il le prend à quelqu'un d'autre, évidemment. Et donc, on se trouve complètement dans un défaut de demande depuis au minimum une quinzaine d'années. Il n'y a pas assez de demande. La Chine aujourd'hui, son taux de croissance il doit être autour de 0 parce que les exportations chinoises, elles se vendent de moins en moins et parce que le monde développé a de moins en moins d'argent, bien évidemment. Alors, donc, nous en sommes là. Alors, essayons de comprendre pourquoi cette dette, elle a gonflé. Alors moi, j'ai repéré, il y a de nombreuses causes, mais j'ai repéré essentiellement 3 causes. La première cause, c'est la mondialisation. La mondialisation, elle fait grimper la dette. Pourquoi? Parce que les pays les plus faibles vont se retrouver dans une situation de déficit commercial. Et ce déficit commercial, il doit être compensé par un déficit public. C'est ce qu'on appelle les déficits jumeaux. Donc quand nous avons un déficit commercial important, comme c'est le cas aujourd'hui de la France, eh bien il faut le compenser sur le plan social, sur le plan de complément de revenus, il faut le compenser par un déficit étatique. Et ce déficit étatique, évidemment, il doit être financé. Comment on finance le déficit? Ça, c'est le deuxième volet. C'est la déréglementation financière que tout le monde connaît. Donc, à partir de la fin des années 70, on a dit la production de monnaie ne va plus être contrôlée par des banques centrales. Les banques centrales vont devenir indépendantes. Et donc, ce sont les banques de second rang, les banques privées, qui vont créer cette monnaie. Et cette monnaie va être créée, en fait, à discrétion de ces banques de second rang. Ce qui veut dire qu'elles vont créer autant de monnaie qu'elles veulent. Donc, c'est des lignes de crédit, cette monnaie, c'est des choses qui n'existent pas. Mais c'est quelque chose qui, comme on l'a suggéré tout à l'heure, la monnaie, c'est d'abord du pouvoir. Donc, si j'ai une ligne de crédit chez quelqu'un, ce n'est pas de la richesse, c'est le pouvoir que j'ai sur sa richesse future. C'est ça la vraie question monétaire. Donc, les banques de second rang vont créer de la monnaie
des lignes de crédit et en espérant que ces lignes de crédit seront un jour remboursées. Si elles ne sont pas remboursées, cette monnaie n'existe pas. Si elle est remboursée, évidemment, cette monnaie correspondra à de la richesse. Mais pour que cette ligne de crédit soit remboursée, il faut essentiellement qu'il y ait une croissance économique importante. Or, ce que nous remarquons, c'est que depuis une quarantaine d'années maintenant, eh bien, la croissance économique a tendance à ralentir. Elle diminue de décennie après décennie. Il y a de moins en moins de croissance. Et la décennie qu'on vient de passer est assez ahurissante. Dans les 30 glorieuses, on avait une croissance en France, je ne sais plus exactement, mais qui devait tourner entre 5 et 6% par an. Aujourd'hui, on se félicite d'avoir une croissance de 1,8%. Quand on est, ça, c'est pour les calculs optimistes de la macronerie. Donc, on va avoir une croissance de 1,8, ça va créer de l'emploi, ça va être super. Mais c'est effectivement pas grand-chose. Mais en tout cas, cette déréglementation financière, elle a permis d'abord l'accroissement de l'endettement. C'est-à-dire que si je n'avais pas déréglementé la finance, eh bien, je ne pourrais pas avoir les dettes que j'ai. Ou alors, ces dettes publiques, elles seraient simplement adossées sur la banque centrale d'un pays. Par exemple, la France, la Banque de France garantirait les dettes de l'État français en émettant de la monnaie. Mais quand la Banque centrale garantissait les dettes de la France, elle émettait forcément de la monnaie en contrepartie pour financer cette dette, mais cette dette se transformait en inflation. Et comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, l'inflation, c'est toujours bon pour les travailleurs et c'est jamais bon pour les épargnants. Et c'est essentiellement pour cette raison que l'inflation est combattue. Donc, quand vous entendez ici et là des gens qui disent « Oui, mais les pauvres, ils souffrent plus de l'inflation que les riches », c'est un mensonge qui est complètement éhonté. Alors, cette inflation, évidemment, quand elle est assez soutenue, elle permet de diminuer la dette. Si j'ai une inflation de 10% par an, eh bien, tous les ans, mon stock de dette va diminuer de 10%. Et si j'ai une croissance soutenue, bien sûr, ma dette va disparaître peu à peu, ce qui s'est passé dans les années 1945-1950. Donc ça, c'est le principal nœud de la question de l'endettement, c'est la déréglementation financière. Sans cette déréglementation financière, je ne peux pas avoir un endettement aussi extraordinaire. Je vous fais remarquer une chose, c'est qu'en 1930, aux États-Unis, la dette publique était de 350%, la dette totale, pardon, était de 350% du PIB. Alors, c'est une somme qui était évidemment extrêmement élevée, et c'est pour cette raison que quand Roosevelt est arrivé au pouvoir, il a fait passer sous tutelle la possibilité de création monétaire des banques dites de second rang. C'est-à-dire, il a fait établir une sorte de dictat sur les banques. Et c'est pour cette raison que la droite américaine comparait Roosevelt à Staline en disant qu'il a fait un dictat sur la banque. Il a fait passer la banque sous tutelle de la Banque fédérale américaine en disant maintenant, voilà, c'est nous qui vous autorisons le crédit et maintenant on va séparer les banques d'affaires et les banques de crédit. C'est terminé. Voilà ce qu'il a fait. Bien entendu, il a fait ça pour prévenir les crises financières et économiques et pour prévenir aussi le surendettement de l'économie. C'est ce qu'a défait Donald Reagan et Margaret Thatcher qui ont décidé le Big Bang du secteur financier. Alors, ce Big Bang du secteur financier, il était, si je puis dire, il avait été décidé
de longue date, hein. Ça faisait de longue date que les banques, elles travaillaient là-dessus. Parce que les banques ont beaucoup souffert dans les années 30. Dans les années 30, comme en 2008, on avait mis le doigt sur les malversations des banques américaines, et toujours les mêmes. JP Morgan, Goldman Sachs, Lehman Bros qui est parti en fumée maintenant, mais c'était toujours les mêmes banques qui étaient toujours à l'origine des crises financières en 1930, mais aussi en 1876. Vous retrouvez les mêmes. Quand vous lisez des ouvrages sur la crise de 1876, vous avez encore JP Morgan, Goldman Sachs, et toujours les mêmes boutiques qui sont dénoncées aux États-Unis même comme des gens qui pillent le pays. Bon. Et c'est cette raison qui avait poussé Roosevelt, en fait Mariner Eccles avait dit, mais ça ne peut plus durer comme ça, il faut nationaliser le crédit. Nationaliser le crédit, ça veut dire faire passer les banques de second rang sous tutelle de la Banque centrale. Mariner Eccles a été le président de la Banque centrale américaine. C'est celui-là même qui a dit « trop de profit tue le profit », évidemment. Et pour quelle raison? Parce que les surprofits n'arrivent pas à se réinvestir. En effet, si je suis un investisseur rationnel, je ne vais pas investir dans un secteur où je sais qu'il n'y a pas de demande. Et si les salaires sont trop bas, il n'y aura pas de demande pour cette production. Donc, évidemment, si je ne peux pas investir dans le productif, j'investis dans le spéculatif, c'est-à-dire les actions en bourse, l'immobilier, des choses comme ça. Et ça, je fais une bulle. Et donc, je fais toujours une bulle. Quand le crédit n'est pas contrôlé, je fais une bulle. Et c'est le sens même de la lutte contre l'inflation, c'est de fabriquer des bulles financières qui, tôt ou tard, et bien entendu, explosent. Parce que tout le monde va acheter des actions en bourse, tout le monde va acheter de l'immobilier, et la valeur de ces biens va monter bien au-delà de ce qui est nécessaire, et donc ça va finir par exploser. C'est la loi de l'offre et de la demande quand elle n'est pas éduquée. Alors, donc, voilà un peu les grandes lignes de cette question. Donc, la dérégulation financière a été l'ouverture d'un chaos sans fin via justement cet endettement. Alors, et cet endettement, évidemment, il se cumule d'année en année, et chaque fois, puisqu'on croit à la théorie de l'offre, on met encore plus l'accent sur l'austérité, la baisse des coûts, etc. Mais si le monde entier se lance dans la déflation salariale, forcément, je crée une crise de demande. Alors, ça, c'est ce qu'on connaît en vérité. Ce que je vous raconte, on le connaît en économie depuis 1814. On sait très bien en économie que de combattre la crise de la demande en relançant l'offre, ça ne marche pas. Alors, qui c'est qui a écrit là-dessus? C'est Malthus, 1814, Sismondi, 1815. Donc, ces gens-là ont écrit pour expliquer qu'en serrant les coûts de production, en se lançant dans la déflation salariale pour combattre la crise, eh bien, on ne pouvait pas s'en sortir, on aboutissait qu'à un effondrement de la crise. Et ensuite, cette idée, elle a été analysée par Marx d'une certaine manière, elle a été analysée ensuite par Keynes, comme vous le savez, et puis maintenant on fait comme si personne n'avait rien dit sur cette question. Donc on voit des gens qui énoncent bêtement, à la manière de Macron, je pense n'a jamais étudié l'économie un seul jour de son existence, ils ressortent le fameux théorème de Schmitt. Qu'est-ce que c'est le théorème de Schmitt? C'est cette ineptie où on dit, ben voilà, les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Ça, ce théorème est faux depuis 44 ans. Il a été repris par Giscard, il a été repris par à peu près tout le monde, et il est faux depuis 44 ans. Pour quelle raison est-il faux? Parce que les profits d'aujourd'hui, s'ils ne trouvent pas à s'investir,
dans le productif, ils s'investissent dans la spéculation. Et les emplois, on les attend toujours, puisqu'on est, contrairement à ce que vous attendez, on dit oui, il y a une reprise de l'emploi, machin, tout ça, il ne faudrait pas la casser en faisant du protectionnisme, machin, mais en réalité, cette reprise de l'emploi, elle est extrêmement, faible et très fragile. On est dans un très haut niveau de chômage. Même le chômage dit de catégorie A en France est supérieur en nombre à ce qu'il était en 2008. On n'a pas retrouvé encore ce niveau. Donc on a un chômage structurel qui est toujours extrêmement élevé, et ça devrait être la preuve que 40 années de purge et de lutte pour tondre un peu les moutons, eh bien, ça n'a pas entraîné des rapports, comment dire, quelque chose d'efficace. Parce que votre camarade tout à l'heure nous a dit, mais oui, mais c'est logique. Oui, certainement, c'est logique. C'est-à-dire qu'il y a une logique de court terme qui nous dit, ben, grâce à tout ça, on va s'en mettre plein les poches. Et on voit que ça marche, et on voit que les inégalités de revenus ont complètement explosé de partout dans le monde. Alors, mais le problème, évidemment, c'est que on n'a pas des résultats tangibles en termes de salaire, en termes d'emploi. Donc, quand un homme politique qui s'appelle Macron, Merkel ou ce que vous voulez, échoue sur la question de la croissance des salaires et sur la question de l'emploi, il a échoué sur tout le reste. C'est ce qu'avait compris, par exemple, Bill Clinton à son époque. Donc, quand la croissance n'est pas là, que la croissance de l'emploi, elle patine, eh bien, l'homme politique finit toujours par être renversé un jour ou l'autre. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose à ce propos. Évidemment, les systèmes ont tendance à se défaire. Et on voit que la dette, elle sert toujours à serrer la vis aux plus pauvres. Et on voit ce que ça donne en termes politiques. C'est-à-dire, en termes politiques, ben, c'est l'Italie. Hein. Après, on pleurniche, on dit « Oh, mais l'extrême droite arrive très fortement en Italie. » Bon, d'accord, l'extrême droite, elle arrive en Italie, mais pour quelle raison? C'est que la droite traditionnelle, européiste, mondialiste, affairiste et tout ce que vous voulez, n'a eu aucun résultat. Et toute la gauche qui s'est convertie à la logique du marché, elle n'a eu aucun résultat valable en termes d'emploi et de salaire. Donc c'est le cas de l'Italie. L'Italie souffre doublement de la mondialisation, c'est-à-dire elle a un taux de chômage qui est extrêmement élevé et elle est en plus pénalisée par la migration. Ces deux questions rongent complètement l'Italie. Si demain on fait un référendum en Italie sur vous restez ou vous sortez de l'Europe, hop, les Italiens ils sortent demain matin. Et même, selon moi, c'est aussi le cas en France. Il y a un sondage très récent qui vient d'être publié par la Tribune, je crois que ça date du 4 juillet, qui montre que 60% des Français sont hostiles à l'Union européenne. Alors, est-ce qu'ils auront le courage d'aller jusqu'au bout? On n'en sait rien. Alors, pourquoi je parle de tout ça à propos de la dette? Parce que cette dette, c'est ce qui a consolidé la question européenne. Toute l'Europe s'est mise à faire de la dette l'alpha et l'oméga de sa politique économique. Mais ce qu'on voit, c'est que cette dette, elle ne recule pas. On voit en France, ça fait le quinquennat Sarkozy, le quinquennat Hollande et le début malheureux du quinquennat de Macron. Mais la dette continue toujours à croître malgré la dégradation constante des services publics. Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Je vais juste dire un mot là-dessus avant de continuer. C'est que les gens comme Macron,
qui ont peu étudié l'économie, je le répète, ils ne comprennent pas que les services publics sont aussi un facteur de productivité. Et non, un économiste sérieux qui a étudié un peu la question, il sait très bien que la croissance économique ne peut pas continuer sans la croissance des dépenses étatiques dans les services publics, dans ce qu'on appelle les infrastructures. Alors ça, c'est quelque chose c'est ce qu'on appelle chez nous la loi de Wagner. Wagner, économiste allemand, la fin du 19e siècle, avait compris une chose fondamentale. C'est que les services publics, les dépenses publiques, ayant des rendements marginaux décroissants, la croissance de l'État est impérative si on veut continuer la croissance de l'économie. Donc il faut accroître plus vite les dépenses économiques que la croissance de l'économie, parce que sinon, eh bien, cette croissance, elle s'arrête. Et si cette croissance s'arrête, évidemment, c'est le chômage et tout ce qui s'ensuit. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Wagner. C'est quelque chose de très important parce que dans toute l'Europe aujourd'hui, et Piketty l'a encore révélé dans un rapport très intéressant sur les inégalités, eh bien, il y a une dégradation continue des services publics. C'est à tel point que le FMI et l'OCDE commencent à s'inquiéter, à dire mais non, mais vous allez dans le mur si vous continuez toujours comme ça à refuser de dépenser sérieusement pour l'éducation, la santé et les choses, et la couverture sociale. Donc évidemment, ça c'est un problème majeur. Alors, donc vous voyez que ce que nous venons de voir, c'est que la dette publique ne peut pas être réduite sérieusement dans le contexte actuel, c'est-à-dire le contexte de mondialisation et le contexte d'austérité prôné par les instances du monde entier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la dette publique est soluble? Peut-elle disparaître et qu'on cesse de nous ennuyer? Il y a une vingtaine d'années, Patrick Artus, qui est le directeur des études chez Natixis, quand même. Natixis, c'est la banque, c'est pas banque d'affaires, c'est pas du tout une officine gauchiste. Donc il y a eu une vingtaine d'années, Patrick Artus disait mais la dette publique, on ne peut pas la payer, ça ne sert à rien. Donc il disait la seule solution, c'est de la répudier. Répudier, ça veut dire qu'on en revient aux propos de Keynes, ça veut dire on spolie les rentiers. Les rentiers, c'est essentiellement les banques, évidemment. Donc, on a le choix. Soit on continue à spolier le peuple et le massacrer, soit, au contraire, eh bien, on essaie d'adoucir les choses, et à ce moment-là, il faut répudier la dette. Ça, c'est une proposition qui a 20 ans, quand même. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est la première solution, répudier la dette. La deuxième solution que je vois, moi, est probablement la plus probable, parce que vous voyez, la résolution de la question de la dette, ça dépend essentiellement d'une question politique. C'est-à-dire, que décident finalement les gouvernements? Soit les gouvernements se mettent au service des marchés et on continue dans ce système-là, qui profite aux banques, etc. Je voudrais quand même signaler que la dette grecque a rapporté beaucoup d'argent, 1,4 milliard d'euros à la Bundesbank et 8 milliards à la Banque centrale européenne. C'est pas rien. Donc c'est du pillage quand même organisé pour ces malheureux Grecs qui n'en peuvent plus. Alors, si on répudie cette dette, c'est une volonté politique. Ça veut dire qu'on revient sur l'indépendance de la banque centrale,
on sort de l'euro et on rachète ses dettes au prix du marché, c'est-à-dire en les transférant en lire, en marques ou évidemment en francs. Et donc à ce moment-là, évidemment, ce sont les rentiers qui perdront le plus dans cette décote de la dette. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et à mon sens le plus probable, le premier point n'est pas possible en l'état. Il faut l'éclatement préalable de l'Europe pour que ça se fasse. Même les Italiens n'oseront pas des choses comme ça. Oui. Le deuxième point, donc, c'est une crise financière. Alors, effectivement, si la crise financière, là, la dette, on n'en parlera plus, parce que cette dette, elle ne vaudra strictement plus rien. Il y aura une faillite générale des banques et les dettes, elles ne seront plus jamais remboursées, bien entendu. C'est, à mon avis, la solution la plus probable, étant donné que l'Europe est irréformable. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Les réformes qu'a proposées Macron pour consolider le système monétaire européen et par suite les dettes, les Allemands n'en veulent pas. Ils ont dit, nous ne voulons pas payer pour les dettes des autres. Et donc à partir de ce moment-là, si les Allemands n'en veulent pas, les Autrichiens non plus, les Norvégiens non plus, Macron il va faire sa réforme de la zone euro tout seul dans son coin et ça n'ira pas bien loin. Donc c'est un impasse. La réforme de l'Europe, il ne faut pas y compter une minute. Ce qui est plus probable, selon moi, mais je peux me tromper bien évidemment, parce que les banquiers ont beaucoup d'astuces pour contourner les problèmes, il faut le dire, c'est essentiellement une crise financière qui obligerait à la dissolution de l'euro, ça sera douloureux, peu importe, et qui à partir de ce moment-là, évidemment, reconstruirait un modèle sur la base d'une souveraineté nationale des banques.